Moi, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir aller travailler au Cap-Vert, déjà parce que y a une collègue linguiste qui m'avait approché avec ces questions et qui, elle, travaillait déjà au Cap-Vert. Mais pourquoi au Cap-Vert? Parce que c'est la première colonie européenne en Afrique subsaharienne de cette époque-là, tout simplement. 1460, même avant qu'on découvre les Amériques, avant le développement des déportations d'esclaves de l'autre côté de l'Atlantique, en fait, tout commence au Cap-Vert. En plus de ça, le Cap-Vert est vraiment intéressant parce que c'est un chapelet d'îles qui se situe assez loin de la côte africaine en face. Ça s'appelle Cap-Vert parce qu'en face, la pointe sénégalaise s'appelle Cap-Vert. C'est pas parce que le Cap-Vert est vert, parce qu'il n'est pas du tout vert d'ailleurs, mais c'est uniquement géographique, c'était appelé comme ça par les navigateurs. Et il se trouve que, a priori, l'archipel était inhabité. Donc il n'y avait personne. C'est d'ailleurs un des derniers endroits de la planète qui a été colonisé par l'homme, concrètement, à partir de 1460. Et donc là, les Portugais ont envoyé une colonie de peuplement portugaise, et dès le départ, ont commencé à déporter des esclaves de la côte africaine de façon à participer à l'édification de la colonie. Donc on a un endroit où il n'y avait personne et où tout à coup, deux populations, quelles qu'en soient les raisons, se retrouvent en contact sur ces îles-là. Donc ça me permettait d'étudier en fait l'influence de cette histoire-là dès son début. À la fois un début historique et en plus sur une terre vierge d'autres humains. Donc c'était absolument parfait pour moi pour étudier ces phénomènes-là, sachant aussi que ce contexte-là fait que il y a plein de choses qui ne seront pas comparables avec plein d'autres colonies européennes, plein d'autres histoires de métissage et de peuplement dans la même période, puisque justement ce contexte n'est pas le même. Mais là, ça me permettait de voir ça, et puis surtout, ça me permettait d'aborder un certain nombre de questions, c'est-à-dire, pour être précis, est-ce que les gens se sont plus ou moins métissés avant l'abolition de l'esclavage ou après l'abolition de l'esclavage, avant l'abolition du commerce triangulaire ou après l'abolition du commerce triangulaire, voire même, allons plus loin, avant ou après l'expansion d'économies de plantation, qui date d'à peu près le début du XVIIe siècle, qui a été un événement majeur de changement socio-culturel et économique, et y compris du nombre de personnes qui ont migré et de personnes qui ont déporté. Avec l'économie de plantation, à partir de 1630, eh bien, on sépare les esclaves des maîtres, on crée des baraquements entiers pour les esclaves, alors qu'avant la vie sociale était plus intégrée. On les ségrègue complètement, on écrit des lois sur les interdits de mariage entre esclaves et maîtres, et surtout on a une explosion du nombre d'esclaves qui sont employés dans les plantations, et donc qui sont déportés. Donc est-ce que tous ces phénomènes-là ont eu ou pas une influence sur la façon dont les gens se métissaient génétiquement? Et il se trouve que les linguistes avaient les mêmes questions, à peu près, pas forcément formulées exactement comme ça, mais un peu les mêmes questions, sur la construction d'une langue métissée, le créole capverdien, le krioulou, qui est la première langue créole de cette époque-là. Il y a d'autres langues créoles qui sont nées par la suite, dans les mêmes phénomènes de contact entre populations et entre langues différentes, dans des contextes d'asymétrie socio-économique forte que sont celles de l'esclavage, qui ont donné naissance à d'autres créoles, tels que les créoles qu'on peut parler dans les départements français des Caraïbes. On parle d'autres créoles, il y a plein de créoles différents. Le Cap-Vert, le créole capverdien, est le premier de cette genèse des langues-là. Donc il y a aussi cette question-là. On retrouve des mots de plein d'origines différentes. Est-ce qu'ils ont été importés récemment? Est-ce que
Est-ce qu'ils sont issus de ces grandes déportations d'esclaves de différentes régions d'Afrique et le créole s'est construit comme ça de manière continue ou pas? Enfin, il y avait un peu ce même genre de questions. Donc le Cap-Vert en soi était un lieu idéal en fait pour en tout cas pouvoir tester ces questions. Et également parce qu'on a quand même des traces historiques de toute cette histoire-là au Cap-Vert. Et enfin, on a un autre élément qui rend le Cap-Vert absolument fascinant, c'est que c'est un chapelet d'îles. Il n'y a pas beaucoup d'îles différentes, il y a 8 îles ou 9 îles au Cap-Vert, c'est un petit archipel, hein, ça ne représente pas énormément de place, mais il se trouve qu'il a fallu 400 ans pour peupler les différentes îles du Cap-Vert. Donc les premières colonies sont installées sur une île, et puis après, 100 ans plus tard, on commence à avoir d'autres colonies sur une autre des îles du Cap-Vert, et ainsi de suite. Il a fallu 400 ans, ce qui est énorme, vu la faible surface. En fait, les îles ont été découvertes tout à peu près en même temps. Hein, l'exploration a été faite rapidement. Mais il y a plein d'histoires, de contextes socio-économiques, d'histoires de pouvoir, d'histoires de propriété terrienne, de la noblesse portugaise, de droits d'exploitation qui font que les îles ont été colonisées petit à petit. Il y a aussi des histoires de c'est difficile de coloniser les îles au Cap-Vert parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, tout simplement. Et donc voilà. Donc ce qui fait que à une échelle vraiment micro, on a l'histoire d'un monde entier en fait qui s'est peuplé successivement pour plein de raisons, avec des raisons culturelles, des raisons sociologiques, des raisons climatiques, qui ont donné naissance au peuplement qu'on a sur les différentes îles et également aux différentes façons de parler au Cap-Vert. Parce qu'une île qui a été peuplée au milieu du 19e siècle, elle est aussi le fruit de toute l'histoire qu'il y a avant et qui vient des deux autres îles, tout en créant des nouvelles relations avec les nouvelles îles, etc. Donc on avait un laboratoire qui, à la fois à l'échelle du monde, à l'échelle de part et d'autre de l'Atlantique, entre l'Europe, l'Afrique, les Amériques, qui avait une position qui est, dès le départ, une position centrale dans l'histoire de l'esclavage et dans l'influence de ces différentes histoires sur la façon dont les gens se sont métissés génétiquement et culturellement. Mais également à l'intérieur même du Cap-Vert, on a une espèce de micro-histoire de déplacement de population d'une île à l'autre, comment est-ce qu'on fonde une nouvelle population sur une nouvelle île, etc. Et ce, dans les 400 dernières années. Alors du coup, après une dizaine d'années, parce que ça prend du temps quand même tout ça, ça prend du temps, donc on a fait plusieurs terrains successifs pour aller sur chaque île du Cap-Vert séparément, etc. On a trouvé pas mal de choses surprenantes d'une part, d'autres choses qu'on retrouve aussi dans d'autres populations qui ont subi, descendantes des esclaves africains qui ont subi le commerce triangulaire aux Amériques ou Caraïbes, et puis des choses qui sont différentes d'autres des populations. Donc, c'est des histoires de diversité. Donc pour répondre assez strictement, je vais surtout commencer par la génétique. Premièrement, on a été très surpris, on trouve quand même une grande structuration génétique au Cap-Vert. Donc structuration génétique, c'est-à-dire que tout le monde ne se reproduit pas avec tout le monde au Cap-Vert. Et ce depuis suffisamment longtemps pour que ça laisse une trace génétique, même à des échelles très récentes comme ça. C'est-à-dire qu'on a trouvé ce qu'on appelle de l'isolement par la distance et une faible dispersion efficace. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait les gens naissent très proches en moyenne des lieux de naissance de leurs parents, des lieux de naissance de leurs grands-parents, et ainsi de suite sur au moins une dizaine de générations. Donc en fait, les gens, malgré leur mobilité très grande, ils vont travailler à plein d'endroits, ils vont faire plein de trucs ailleurs, y compris à l'étranger ou de l'autre côté du monde. C'était une population de l'Atlantique, comme disent certains historiens, qui est caractérisée par justement une grande capacité de mobilité. Eh bien, malgré cela, les gens se marient et font des bébés à des endroits proches des lieux de naissance de leur parentèle. Ce qui fait qu'il y a une faible dispersion de la diversité génétique. Et ce qui donne naissance avec le temps à des petites différences, mais qu'on retrouve souvent,
entre les différentes îles du Cap-Vert et qui retrace cette histoire de peuplement successif des îles du Cap-Vert. Donc les gens se reproduisent et font des bébés pas loin de là où ils sont nés, et puis de temps en temps, ils vont faire un grand saut pour aller ailleurs et recommencer à se disperser à des échelles réduites. Donc ça fait une forte structuration de la diversité génétique, toute chose par ailleurs, égale par ailleurs, entre ces îles du Cap-Vert, donc à des échelles géographiques ridicules en fait. Les gens dispersent sur quelques dizaines de kilomètres en fait, d'une génération à la suivante, ce qui est vraiment pas énorme, sauf de temps en temps quelques personnes qui partent plus loin. Donc ça, c'était un peu la première surprise, parce que par rapport à une grande mobilité des gens, on s'attendait à ce que tout le monde se mélange avec tout le monde, mais en fait non. Ça construit aussi les identités régionales capverdiennes. C'est à la fois une cause et une conséquence. Voilà, c'est comme ça qu'on fait là-bas. Alors et on a trouvé la même chose en linguistique. Et ça aussi, il y a beaucoup de linguistes qui avaient décrit la diversité des créoles capverdiens, et donc d'un point de vue des dictionnaires, et qui disent oui, il y a des différences entre les différentes îles. Là, on est allé un cran plus loin avec ces études-là. C'est que premièrement, ça se traduit dans la façon de parler des gens, mais en plus, il y a aussi cette notion de distance. C'est pas le tout de dire que le créole de Mayo, qui est une petite île à côté de Santiago, juste à côté, est différent du créole de Santiago. Maintenant, je peux vous dire que même à l'intérieur d'une seule île, les gens ne parlent pas de la même façon. Plus ils sont nés loin les uns des autres, plus ils vont parler le créole de manière différente. Alors ils se comprennent toujours, hein, mais ils vont parler le créole de manière différente. Il y a un fort ancrage géographique et une faible dispersion de la façon de parler créole capverdien. Ça, c'est la première fois que ça a été observé et mesuré systématiquement, et la première fois que ça a été observé à des échelles géographiques aussi réduites. Donc c'était aussi une grande surprise. Ils se comprennent tous, ils bougent beaucoup, etc. Et pourtant, ils vont parler créole différemment. Et c'est même un élément on a trouvé que c'est un élément structurant en fait d'une certaine forme d'identité. C'est-à-dire que la façon dont vous parlez créole, les gens disent tout de suite « Ah, toi tu viens de là-bas ». Et y compris à l'intérieur des grandes îles, en tout cas, ah, toi tu viens plutôt de ce village-là. Donc il y a aussi une reconnaissance entre les gens qui se fait sur ces façons de parler, et qui à la fois peuvent les entretenir, mais définissent des contours de la construction de l'identité, de l'appartenance à une terre, comme on dit en créole capverdien là-bas, on dit c'est ma terre, on ne dit pas c'est mon village, on dit c'est ma terre. Étape d'après, donc les histoires de métissage elles-mêmes entre Africains et Européens, qui était quand même l'histoire qui m'avait intéressé au Cap-Vert, pareil pour mes collègues linguistes. Donc là, on a utilisé des modèles mathématiques complexes qu'on a construits spécifiquement pour ça, hein, pour cette question-là, pour essayer de tester formellement, voilà, est-ce qu'il y a eu plus ou moins de métissage à telle époque, à telle autre époque, etc., en découpant beaucoup d'époques différentes, ou au contraire, est-ce que c'est des métissages qui sont plus continus dans le temps et qui reflètent les migrations continues de personnes au Cap-Vert. Et là, on a eu une assez grande surprise, c'est que, eh bien non, l'histoire des métissages génétiques, en tout cas au Cap-Vert, semblerait avoir été produite, ce qui a donné naissance à la diversité génétique qu'on trouve aujourd'hui au Cap-Vert. C'est des histoires de métissage qui ont été beaucoup plus ponctuelles que continues. Donc, c'est un truc surprenant. On sait que les gens ont migré, qu'ils aient été déplacés de force ou qu'ils aient migré. On sait qu'ils l'ont fait tous les ans. Tous les ans, il y avait des migrants, donc il y a des flux de population qui sont continus au cours du temps. Et pourtant, ils ne se métissent pas en continu. Il y a des périodes auxquelles les gens se métissent plus que d'autres, de manière beaucoup plus ponctuelle. Donc ça, c'était une assez grande surprise, c'est-à-dire la différence forte entre les migrations démographiques et la façon dont les gens se reproduisent une fois qu'ils ont migré. Donc voilà, première chose. Et alors, comment ça s'est passé ? Là, encore plus grosse surprise. Donc déjà, il y a des histoires de métissage qui sont un peu différentes sur toutes les îles. Toutes les îles ont des histoires de métissage différentes. On s'aperçoit que dans certaines îles, les gens qu'on a échantillonnés et qui nous ont donné de leur ADN sur certaines îles, ont connu une histoire de métissage qui prédate largement
le premier peuplement de l'île historique. C'est-à-dire qu'on sait avec les registres historiques et le travail des historiens que telle île, elle a été découverte en 1460, mais le premier village, la première église, les premières naissances, les premiers champs et droits de propriété, les premiers impôts qu'ils ont payés, ça date de 1620, par exemple. Et dans ces îles-là, il y a des fois, on s'aperçoit que les premiers métissages, ils datent d'avant ça. Donc sous-entendu, les gens qui sont venus coloniser cette île-là étaient déjà métissés. D'accord ? En revanche, il y a d'autres îles où les métissages eux-mêmes datent du premier peuplement. Donc on peut s'imaginer que sur ces îles-là, c'était des Européens et des Africains qui viennent là pour la première fois et qui se métissent à partir de là. Et donc ça nous donne une histoire différente entre est-ce que ce sont des métis qui sont allés coloniser l'île ou est-ce que il y a eu des nouveaux métissages qui ont eu lieu à la fondation de l'île. Et ça, c'est différent d'une île à l'autre. Et on s'est aperçu que sur certaines îles, c'était très étroitement, enfin en tout cas d'un point de vue des dates, j'ai pas la cause elle-même, mais en recoupant avec les données historiques, on s'aperçoit que ça correspond à des interdits de colonisation édictés par les différentes couronnes, les différentes couronnes et aristocrates portugais qui, pour maintenir le contrôle du commerce sur leur île, ont interdit qu'on aille s'installer sur une autre île de façon à ce qu'il n'y ait pas du commerce qui leur échappe. Donc dans ces îles-là, typiquement, les premiers peuplements correspondent à des premiers événements de métissage. Sur d'autres îles, où les choses étaient laissées plus libres, on s'aperçoit que c'est des métis qui sont allés coloniser ces îles-là. Et là où ça devient super intéressant, c'est que le statut socio-économique des métis était compliqué, comme dans toutes les populations, dans toutes les sociétés dans lesquelles il y a des esclaves, le statut du métis est compliqué et changeant. Entre un maître et un esclave, le bébé métis, c'est pas forcément hyper évident pour lui, parce qu'il est ni esclave, ni maître, donc l'accès à la propriété est compliqué, etc. Et on peut imaginer que à certaines périodes, c'était plus facile pour les métis de trouver de la terre et pouvoir prendre leur indépendance s'ils allaient peupler une autre île que rester là où ils étaient, où ils n'avaient pas accès à la propriété parce qu'ils étaient un peu trop proches des esclaves et où ils n'avaient pas non plus la sécurité du travail pas la sécurité du travail, pardon, la sécurité d'être nourris et logés, parce qu'il faut nourrir et loger les esclaves, qui se retrouvaient sans emploi, sans terre, sans possibilité de travailler parce que les métis libres, il faut les payer, et quand on a des esclaves, on n'a pas spécialement envie de payer des gens pour travailler, etc. Et donc pour eux, c'était potentiellement beaucoup plus facile d'aller fonder un foyer et puis s'en sortir en allant coloniser une autre île. Un des derniers trucs extrêmement fascinants qu'on a trouvé, c'est que toute la période de l'économie de plantation, donc en gros de 1630 à la fin de l'esclavage, au début du 19e siècle, on a très très peu de traces de métissage. Donc les périodes où il y a eu le plus de gens qui ont été déportés, parce qu'il y a des centaines de milliers d'esclaves qui ont été déportés au Cap-Vert, et également beaucoup de migration européenne, des gens qui cherchaient une meilleure vie dans le Nouveau Monde, c'est la période où on a le moins de métissage. On trouve des métissages au tout début de l'histoire capverdienne, comme j'en parlais avant. On trouve beaucoup de métissages après l'abolition de l'esclavage. Dans cette période-là, où il y a eu le plus grand mouvement de population, on a très peu de métissage. Génétique en tout cas. Pourtant, on sait que ces gens-là, ils sont venus, on sait d'un point de vue des registres, on le sait également d'un point de vue linguistique, parce qu'encore une fois, on a des mots qui viennent d'Angola, de langue de l'Angola, etc., dans le créole capverdien. Mais ils n'ont pas fait de bébé, quoi. Ou du moins pas suffisamment de bébés pour laisser une trace jusqu'à aujourd'hui. Et donc ça, c'était un truc vraiment fondamental, en fait. C'était même une des premières questions qu'on avait. C'était les historiens qui nous posaient cette question, puisqu'ils ont beaucoup de traces de déportation d'esclaves, évidemment,
Mais une des grandes questions qui agite la communauté des historiens, au Cap-Vert, mais c'est tout à fait valable dans d'autres populations descendantes d'esclaves africains dans les colonies européennes, c'est mais est-ce que les esclaves y sont restés ou est-ce qu'ils ont été redéportés? Est-ce qu'ils ont été vendus et redéportés aux Amériques, en Europe ou dans d'autres colonies africaines? Ça, c'est vraiment suivre les esclaves, à part quelques exemples généalogiques qu'on peut avoir pour lesquels les historiens ont fait un travail de retrouver ça. Y a très peu d'informations. Donc c'était une grande question pour les historiens de l'esclavage au Cap-Vert, c'est est-ce que tous ces gens qu'on a déportés au Cap-Vert, on les a redéportés ailleurs? Parce que dans ces années-là, à partir de 1630, le Cap-Vert est une plateforme de l'esclavage. L'essentiel de l'économie du Cap-Vert, c'est plus sur la canne à sucre qu'on fabrique au Brésil ou dans les Caraïbes, c'est sur le commerce des esclaves. On passe d'une société dans laquelle il y a des esclaves à une société de l'esclavage qui fonctionne que sur l'esclavage et sur ce commerce des esclaves. Donc on sait qu'il y a beaucoup d'esclaves qui étaient redéportés, mais on ne sait pas lesquels. Et donc voilà, donc d'un point de vue génétique, on avait un moyen indirect de regarder ça, c'est non pas, je ne sais pas s'ils ont été redéportés ou pas, mais est-ce qu'ils ont fait des bébés? Est-ce qu'ils ont laissé leurs gènes? Et donc là, la réponse qu'on avait, c'est, en tout cas dans cette période, non. Donc il y a deux hypothèses qui s'excluent pas mutuellement, c'est qu'effectivement, ils ont été redéportés, donc ils ont contribué à la culture, ils ont laissé des mots et ce genre de choses, mais ils n'ont pas laissé de gènes, ou alors ils ont fait des bébés, mais ça s'est tellement mal passé pour les enfants issus de ces naissances-là, que ces enfants-là eux-mêmes n'ont pas eu de descendance, jusqu'à nos jours en tout cas. Hypothèse principale, qui répond entre guillemets, en tout cas pour partie à cette question des historiens, ils sont peut-être restés, mais ils n'ont pas laissé de traces du point de vue de la descendance génétique dans ces populations-là. L'autre hypothèse, qui n'est pas mutuellement exclusive, c'est que c'est une période, dans toutes les colonies européennes, pour les Amériques, c'est la période du Code Noir, pour l'Amérique du Sud, c'est la période du Systema de Castas, bref, c'est une période où les empires européens inscrivent dans la loi les interdits de reproduction entre maîtres et esclaves. Avant ça, il y a des contextes sociaux extrêmement différents d'ailleurs, c'est pas formellement interdit dans la loi d'avoir des enfants avec des esclaves, de libérer des esclaves, etc. C'est des structures beaucoup plus complexes d'ailleurs, et dynamiques, et extrêmement locales, ça se voit dans les comptes rendus de tribunaux, etc. À partir de cette expansion de l'économie de plantation, on arrive à un durcissement monumental des ségrégations qui devient physique, qui devient culturelle extrêmement forte, et en plus de ça, c'est également la période à laquelle les maîtres contrôlent beaucoup plus les reproductions et les mariages dans leur communauté d'esclaves. Ce n'est pas qu'une histoire de limiter et de créer de la ségrégation entre esclaves et maîtres, c'est aussi un contrôle accru des maîtres sur les esclaves, et qui peut se marier entre esclaves et faire des bébés, etc., etc. Et donc on peut tout à fait imaginer qu'à cette période-là, ces contraintes socioculturelles aient en plus limité les quantités de métissage qu'on pouvait trouver. À la fois les métissages entre maîtres et esclaves, entre Européens et Africains, mais également entre les nouveaux Africains déportés et les anciennes communautés d'esclaves déjà établies au Cap-Vert. Ce qui fait qu'à la fin, nous, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est, en tout cas statistiquement, c'est une diminution des signaux de métissage qui ont lieu à cette période-là. Et pour finir, eh bien, toute la période entre 1800 à peu près et 1875, donc on va commencer par abolir le commerce triangulaire, donc le fait de déporter les esclaves à travers l'Atlantique, mais l'esclavage n'était toujours pas aboli, jusqu'aux années 1860, 1870, dans lesquelles il y a vraiment eu une abolition de l'esclavage. Et ben, à cette période-là, de profonds changements socioculturels, il y a toujours de l'esclavage, enfin je veux dire, la situation change complètement, on va vers les abolitions, les relations entre maîtres et esclaves changent fondamentalement. Là, paf, on retrouve une grande augmentation des événements, des fréquences de métissage, aussi bien avec des flux de gènes d'Afrique que d'Europe. Donc ça aussi, ça nous indique que ces changements
socioculturel profond change également la donne sur la façon dont les gens décident de faire des bébés ensemble, maîtres et esclaves, puis descendants des maîtres et descendants des esclaves. À cette période-là, on retrouve, alors qu'on a passé 250 ans avec quasiment aucune trace de métissage, on retrouve des événements de métissage. Et ensuite, après les abolitions de l'esclavage, on continue à trouver un peu des métissages qu'on identifie très bien, mais qui sont de très très faible intensité, qui sont probablement liés au mouvement de population dans les périodes coloniales et post-coloniales, jusqu'à extrêmement récemment, qui sont très probablement dus, oui, aux migrations de travail entre les différentes colonies portugaises issues de l'empire, de l'ex-empire lusophone, qui pour le coup ont eu un impact très faible sur la diversité génétique, mais pourtant qu'on arrive très bien à identifier. Donc voilà, donc ces grandes histoires avec toute une première phase à peu près jusqu'au début du XVIIe siècle où on a plein de métissages dans tous les sens au Cap-Vert, avec voilà, ces histoires de certaines îles sont peuplées déjà par des métis, d'autres moins, puis une espèce d'arrêt du métissage pendant toute la période de l'économie de plantation, jusqu'à une reprise de ces métissages génétiques dans la période de l'abolition de la traite et de l'esclavage au cours du XIXe siècle, jusqu'à nos jours, on continue à trouver des métissages. Donc une histoire assez fascinante en fait, qui ne correspond pas du tout l'histoire de ces métissages génétiques à l'histoire des migrations démographiques. Alors on pourrait croire que c'est fini, mais c'est pas le cas. La plus grosse surprise en fait, c'est qu'en fait on trouve une très forte corrélation, pour le coup elle est vraiment forte, entre les taux de métissage génétique des individus et la fréquence d'utilisation de mots africains dans leur façon de parler créole. Ça a été pour moi une surprise phénoménale, ne serait-ce que parce que je pensais qu'il allait y avoir trop de diversité, donc de toute façon on ne peut pas trouver de forte corrélation à trop de diversité. Et en fait, grande surprise. Donc quand on a compté les mots des individus, on a classé tous les mots qu'on a obtenus en ça c'est un mot portugais, ça c'est un mot wolof ou mandingue ou kimbundu des différentes langues africaines, grâce à l'expertise des linguistes. Ça moi personnellement je ne pouvais pas le faire. Alors ils m'ont appris, mais je ne serais toujours pas vraiment capable de le faire. C'est vraiment une expertise disciplinaire linguistique, même si je fais beaucoup de linguistique, ça c'est pas mon métier. Donc travailler vraiment tous les mots. Et puis on s'est mis à compter juste les mots qui étaient soit des mots littéralement africains, il n'y en a pas beaucoup, soit des mots portugais qui étaient utilisés jamais comme ça en portugais, jamais dans ce contexte-là, ni grammatical, ni même dans le sens, qui étaient africanisés en fait. Ça, les linguistes arrivent à déterminer ça. Et donc on s'est mis à compter juste ces mots-là, pour voir à quel point les gens les utilisaient fréquemment dans leur discours à eux. Et là, surprise, on s'aperçoit que c'est structuré géographiquement, mais ça on savait déjà, puisque c'est valable pour toute la façon de parler. Mais surtout, surprise, on s'aperçoit que plus les gens utilisent fréquemment ces mots d'origine africaine, très africanisés, si on peut dire ça comme ça, plus on va aussi trouver chez ces gens-là une forte proportion de leur génome qui est d'origine africaine. Donc, beaucoup de métissage d'origine africaine dans leur génome. Donc c'est évidemment pas qu'il y a le gène du parler créole de façon africaine ou de façon portugaise. Non, ça on a dû émettre des hypothèses et on n'a pas encore la réponse à ça, c'est les prochains travaux. Il y a deux possibilités pour ça. Il y a une possibilité complètement passive, c'est-à-dire que l'histoire des métissages génétiques l'histoire des métissages linguistiques suit les histoires de métissage génétique, se fait en parallèle, sans que l'une soit influencée par l'autre. Comme les gens dispersent peu, on se reproduit beaucoup proche de chez soi, donc si les premiers métis qu'il y a là, ils vont faire des bébés entre métis. Et de la même façon, si la façon de construire le créole suit ce genre de choses de manière analogue,
eh bien on va trouver cet ancrage culturel de manière complètement passive. En fait, les gens qui ont fait moins de métis, eh ben, ils sont localement, ils vont aussi utiliser moins souvent des mots africains, moins souvent des mots portugais, ou plus souvent des mots africains, parce qu'ils se retrouvent entre gens qui parlent plus souvent avec des mots africains. Enfin, un truc spontané comme ça, qui est lié à des histoires en parallèle, ancrées sur les lieux de naissance des gens, sur le fait qu'il y a une faible dispersion à la fois des gènes, donc on fait des bébés pas très loin, mais la langue aussi disperse assez peu. On parle de la même façon que là où on est né et là où on a été éduqué. L'autre hypothèse, c'est que les gens ont cette possibilité d'utiliser plein de mots dans leur vocabulaire, comme s'ils avaient le dictionnaire complet en tête, et c'est une histoire de construction identitaire. Plus on se représente avoir une origine africaine, plus on va utiliser fréquemment, activement, de mots d'origine africaine dans son créole. Ça pourrait être également ce phénomène qui serait lié au fait qu'on parle à des étrangers qui s'intéressent justement à l'histoire de l'esclavage, et donc moi je me sens plus africain, donc lui en particulier je vais utiliser plus souvent des mots africains. Donc ça on ne peut pas l'exclure, on ne l'a pas mesuré. En revanche, si on imagine que les gens nous parlent de la même façon que ce qu'ils parlent à d'autres Cap-Verdiens, ce qui n'est pas sûr, hein, mais on leur demande quand même de parler créole dans les enquêtes, on leur demande de parler créole littéralement comme vous parlez à la maison. Donc, si effectivement ils parlent créole comme ils le parlent à la maison, ça peut être uniquement une question de construction identitaire, où les gens façonnent leur façon de parler en fonction de ce qu'ils imaginent être leurs origines et leur héritage génétique de ce point de vue-là, et qui peut se traduire dans une corrélation parce qu'il y a d'autres éléments biologiques qui indiquent l'histoire de ces métissages. Alors c'est pas tout à fait vrai, ce sont des indicateurs extrêmement imparfaits, mais vraiment, hein, ça a été mesuré par d'autres collègues. La couleur de peau peut être le reflet de ces histoires de métissage. Et donc les gens peuvent se faire une idée de leurs origines putatives en fonction de ce qu'ils imaginent être l'attendu sur leur couleur de peau, être plus foncé, plus africain, avoir les cheveux plus crépus, être plus africain. C'est très imparfait en vrai, hein. On a encore une fois, ça a été mesuré par les généticiens, c'est extrêmement imparfait, surtout dans les 10 premières générations après les métissages. Il y a une énorme variance, hein. Les frères et sœurs n'ont pas la même couleur de peau, pourtant ils ont le même pourcentage ça, toutes les familles de métis connaissent cette chose-là. Mais bon, il y a quand même une petite corrélation, et puis les gens peuvent décider de se construire leur identité comme ça, ce qui amènerait à cette corrélation qu'on observe entre pourcentage de génome ou d'histoire de métissage provenant d'Afrique et la fréquence d'utilisation des mots africains. Alors, c'est symétrique, hein. J'aurais pu dire la même chose en fonction de l'Europe et du portugais. La fréquence d'utilisation des mots, les gens qui utilisent plus souvent des mots strictement portugais sont aussi des gens chez qui on va trouver moins souvent, qui vont avoir en moyenne moins de proportion de leur génome qui vient d'Afrique et plus de proportion de leur génome qui vient du Portugal. C'est un moins l'autre. Donc voilà, donc ça fait beaucoup de choses.